Bonjour les esprits riches, c'est Mickaël et dans cette vidéo, on va parler des risques de l'investissement locatif. Investir pour s'enrichir, oui, mais à quel risque? À trop vouloir attendre le meilleur moment, les meilleures conditions, ne finit-on pas par simplement être dans l'opposition? Analyser, étudier, jauger, c'est important, mais à quel moment tout ceci devient un moyen de se scandaliser sans jamais se retrousser les manches? Vous avez peut-être vu récemment sur YouTube ou dans des blogs des personnes alertées sur les risques de l'immobilier, mais en le faisant parfois d'une manière assez maladroite, en mélangeant l'immobilier et les formateurs sur l'immobilier. Et au final, je ne trouvais pas les contenus très pédagogiques pour les investisseurs, pour ceux qui veulent agir. Je vais donc essayer de faire mieux et vous me direz si j'ai réussi. J'ai évidemment hésité à faire cette vidéo parce que ce n'est pas dans mon intérêt d'attirer un regard négatif sur l'immobilier. Il y a les médias qui font très bien ça pour moi tout le reste de l'année. Et en plus, moi, je passe le reste de mon temps à essayer de vous convaincre que ça en vaut la peine. Donc pourtant, on doit quand même se rendre à l'évidence, et vous me le dites régulièrement en privé, il y a beaucoup trop de personnes qui ne parlent jamais des effets négatifs, voire qui vous promettent des résultats inatteignables. Vous avez peut-être vu des vidéos comme Jean-Jérôme, 12 ans, possède 8 immeubles en 3 mois. Voilà, on imagine bien que Jean-Jérôme a fait ça sans jamais mentir à sa banque, par exemple. Alors, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais lister 7 problèmes et risques dans l'immobilier, et surtout les bonnes pratiques pour les limiter. Pour ceux qui veulent agir, investir, mais le faire en étant prudent. Alors pour bien comprendre d'où je parle, je suis moi-même investisseur depuis 10 ans dans l'immobilier et je suis aussi, vous le savez, formateur où j'explique aux gens comment investir de manière rentable et professionnelle. Il y a plus de 1500 personnes dans ma formation à l'immobilier, donc j'ai vu passer un certain nombre de situations, sans parler de ma propre expérience avec mes 40 lots que je gère au quotidien. J'étais déjà formateur sur d'autres sujets avant d'être investisseur, et j'essaie de faire ça de la manière la plus professionnelle possible. Mais évidemment, vous ne devez pas prendre pour argent comptant ce que je vais vous dire ici, comme d'ailleurs tout contenu que vous pourriez lire ou regarder sur Internet. Je sais aussi que parmi les formateurs sur Internet, on trouve de tout et de n'importe quoi, que le bon côtoie le très mauvais, et que bien évidemment, je ne représente pas les autres. Je ne sais d'ailleurs pas ce qu'ils font, parce que je ne regarde pas les contenus de manière détaillée. Donc merci d'en tenir compte. Vous devez aussi comprendre que la notion de risque est très individuelle et personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui aime le risque, mais que d'autres personnes peuvent assumer des risques plus importants. Allez, c'est parti! Dans l'immobilier, nous avons vécu une période presque unique et continue d'augmentation des prix depuis plus de 20 ans. Pourtant, contrairement à ce que l'on croit, l'immobilier ne fait pas que monter. Beaucoup de personnes n'ont pas connaissance de cela, mais dans les années 90, il y a eu une crise sur le marché, notamment parisien, qui a perdu plus de 40% en 4 ans. Alors ici, la crainte, c'est que les prix baissent, voire pire, que les loyers baissent aussi, comme cela d'ailleurs semble être le cas à Paris en ce moment. Les propriétaires se retrouvent donc avec des revenus immobiliers en baisse, et là, tout va se jouer sur 2 éléments. Le prix d'achat, bien entendu, et le mode de financement, on en reparle plus tard. J'ai mis beaucoup de temps avant d'investir dans l'immobilier, je n'ai commencé que vers l'âge de 30 ans, parce que justement, je cherchais à en apprécier les avantages et les risques. J'ai failli me lancer en 2005. À l'époque, j'écoutais les personnes qui mettaient en garde. Il y avait des analyses plus ou moins scientifiques avec beaucoup de chiffres, avec les fameuses courbes de Frigide qui expliquaient qui démontraient même par A plus B que les prix étaient déconnectés des revenus et que donc tout allait s'effondrer. Et objectivement, c'était vrai. Pourtant, j'aurais dû me lancer. Au final, je n'ai démarré que 5 ans plus tard et j'ai probablement perdu beaucoup d'argent à cause de cela. Et surtout, j'ai compris que si j'achetais un bien rentable en étant prudent, il y aura toujours des loyers en face du crédit. Et même si les loyers baissent, ils ne vont pas être divisés par 2. Et dans le pire du pire, j'ai toujours le bien lui-même que je peux revendre. Mais bon, comme toujours, il est beaucoup plus facile d'expliquer l'histoire avec un rétroviseur. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer à quoi il faut faire attention pour réussir votre investissement locatif. Il faut évidemment, et c'est ça tout l'enjeu, réunir de nombreuses conditions et ce qu'on appelle aussi une réussite opérationnelle. Donc le premier risque, la première limite de l'immobilier, c'est que, et c'est une critique qui lui est souvent faite, c'est est-ce que c'est vraiment passif l'immobilier? Le problème du mot passif, c'est qu'il véhicule beaucoup d'idées ce mot. Évidemment, c'est du marketing et c'est un mot puissant et c'est pour ça qu'il est utilisé, y compris par moi-même. Je parle d'ailleurs souvent de revenus alternatifs plutôt pour illustrer ce point. Ici, je dois commencer par un aparté. Et tout simplement que si j'expliquais tout cela avec des termes ennuyeux, un discours très mitigé, en fait, ça n'intéresserait pas grand monde.
J'ai toujours pris le parti, moi, d'attirer l'attention tout en restant raisonnable et d'apporter derrière beaucoup de matière et un maximum d'expertise. Je ferme cette parenthèse. Donc après, l'immobilier, c'est un secteur très large et la personne qui gère elle-même ses locations en courte durée ne sera pas du tout dans la même situation que la personne qui confie cela à une agence qui confie un bien en location nue dont il entendra probablement assez peu parler. Dans le premier cas, en réalité, ce n'est pas l'immobilier, mais c'est un business dans l'immobilier, le Airbnb. Dans le second cas, ça va être effectivement très peu chronophage, donc oui, on pourrait dire passif. Là où la plupart des investisseurs préfèrent le point numéro 1 au point numéro 2, c'est évident, c'est pour des questions de rentabilité. Et c'est là où en réalité tout se joue, bien entendu. Parce que vous pouvez générer des revenus avec de la location courte durée et du Airbnb, mais en réalité, ça devient un métier. Il y a bien entendu tout un tas de modèles intermédiaires avec des personnes qui font de la location courte durée mais qui délèguent entièrement à une conciergerie, voire à une personne qu'ils recrutent, ce qui va amener une économie de temps très importante en échange d'un peu de rentabilité. Et dans ce genre de cas, vous restez bien entendu responsable de l'activité commerciale, mais au quotidien, vous pouvez être amené à ne pas faire grand-chose. Donc, je pense qu'il faut être très clair sur ce point et avoir des attentes réalistes et aussi sortir des discours simplistes ou alarmistes. Dans tous les cas, l'immobilier demande beaucoup de travail pour la mise en place de l'opération, pour la recherche du bien, le financement et les travaux. Ça, c'est une évidence. Le remboursement du bien prend également 20 ans. Ce n'est pas donc fait pour s'enrichir rapidement. Si vous déléguez entièrement la gestion, vous allez perdre des points de rentabilité, ce qui rend souvent l'opération globalement neutre, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'autofinancement. D'ailleurs, à ce sujet, on m'a parfois reproché de mettre en avant des opérations autofinancées, sous-entendu c'est bidon, c'est pas assez rentable, machin il a annoncé 42%. Pourtant, moi je reste persuadé que ça reste un très beau projet de réaliser un investissement autofinancé pour tout simplement enrichir son patrimoine. Dans mon cas, je gère l'essentiel de mon patrimoine avec l'aide d'un gestionnaire sur place et ça me prend régulièrement du temps. J'ai d'ailleurs fait une vidéo que je mettrai en lien dans la description où j'ai mesuré tout cela, je vous explique tout cela. J'ai aussi fait le choix d'avoir l'ensemble de mon patrimoine en location longue durée, dont une partie en meublé, colocation, etc. parce que ça correspond à mes attentes et en termes de temps et de rentabilité. Donc oui, si vous déléguez à un professionnel de la gestion, l'immobilier sera passif. Si vous déléguez à un gestionnaire que vous gérez vous-même, ça sera du semi-passif. Et donc pour moi, comme je l'expliquais dans les contenus où je développe ces notions-là, le concept de passif, ça ne signifie pas qu'on fait rien, mais simplement qu'on n'échange pas une heure de temps contre une heure d'argent. Par exemple, il m'arrive pendant plusieurs semaines de ne pas m'occuper du tout de mon patrimoine immobilier parce que mon gestionnaire est sur place, puis il va gérer les choses, on va dire, du quotidien. Et puis à d'autres moments, je vais passer 3 heures pour résoudre un problème particulier. Par exemple, j'ai eu le plaisir une fois de recevoir cette photo d'un chauffe-eau qui est tombé chez un de mes locataires. Évidemment, quand ça tombe, ça arrive un week-end. Voilà, donc c'est des choses à gérer. Heureusement, personne n'a été blessé. Donc ne croyez pas que ce soit passif et que passif veut dire ne rien faire. C'est évidemment faux. Parce que même en déléguant à un professionnel, vous aurez tôt ou tard une décision à prendre, un devis à analyser pour une réparation ou d'autres questions de temps à autre qui vont arriver. Donc en revanche, les choix que vous ferez auront de grandes conséquences sur le temps que cela vous prendra. Passons donc à une autre question, un autre risque de l'immobilier, c'est notamment les risques opérationnels. Et surtout, une question qui est rarement abordée, quelles sont les opérations les plus risquées? Alors sur l'ensemble des opérations possibles, il y a des opérations qui sont très risquées et des opérations qui sont beaucoup moins risquées. Le plus risqué, c'est celle où il y a beaucoup de travaux, c'est évident. Et la plus risquée d'entre toutes là-dedans, c'est la construction. Dans la construction, vous pouvez faire face à de très nombreux aléas que l'investisseur individuel n'est pas en mesure d'assumer la plupart du temps. Il n'a pas soit le temps, soit les compétences, soit la solidité financière. Par exemple, vous avez une malfaçon structurelle sur une construction neuve, ça peut prendre des années à être résolu d'un point de vue juridique. Je trouve donc personnellement aussi risqué d'acheter un bien dans l'ancien mais qui vient juste d'être rénové. Donc là pour le coup c'est l'inverse, c'est vraiment sans travaux parce que ça peut masquer des défauts comme de l'humidité ou d'autres problématiques. Ce qui est aussi extrêmement risqué, et c'est là que ça va être toute la limite en termes de législation, c'est tout simplement de faire des choses qui sont borderline ou qui enfreignent la législation, certaines constructions ou certaines utilisations d'un bien immobilier, comme on peut citer le cas de la location courte durée à Paris où de nombreux propriétaires sont poursuivis actuellement.
C'est donc pour cela que je n'ai quasiment fait que des opérations de rénovation dans l'ancien. Et donc, dans la vie, c'est pareil en réalité. Vous pouvez tout à fait prendre toutes les précautions du monde et avoir des surprises ou des problèmes, par exemple en prenant votre voiture, en conduisant prudemment et en ayant malgré tout un accident, que ce soit votre faute ou pas. Évidemment aussi, ici, bien entendu, je vous le dis, ça va être une évidence, mais plus vous êtes préparé, plus vous êtes prudent, moins de problèmes vous aurez. Troisième risque, et un risque important en ce moment, c'est ce qui rend cette question-là d'actualité, c'est le risque de marché. Le risque de marché est indépendant de l'opération que vous faites et nous sommes tous concernés. Alors quand je dis indépendant, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des opérations qui vont être plus exposées que d'autres. D'ailleurs, avant que je poursuive, si ce genre de format vous intéresse, mettez un like et déposez un commentaire pour l'algorithme afin que je vous en fasse d'autres. Donc on peut citer ici la situation où les prix de l'immobilier pourraient baisser, celle où les loyers pourraient baisser comme on le voit à Paris en ce moment, à cause de l'encadrement des loyers et à cause évidemment de ce qui s'est passé en 2020. Par exemple à New York, on a vu exactement la même chose se passer en 2020 et aussi en 2008. Le risque de marché ne touche pas tous les biens et tous les emplacements, mais il est évidemment très difficile d'anticiper ce genre de situation. Qui aurait pu anticiper la situation dans laquelle nous sommes depuis plus d'un an? Ça fait quelques années qu'on voit des dérives sur ce marché, avec notamment des biens qui sont mis à la vente avec une rentabilité calculée sur la base de la location courte durée, du Airbnb. C'est pour moi une hérésie. La location courte durée n'est pas de l'immobilier au sens habitation. Si vous calculez le cash flow, veillez à partir sur une base de location meublée ou nue pour parer à toutes les éventualités. Si au final vous faites de la location courte durée, de la colocation, ce seront des points de rentabilité gagnés et c'est tant mieux. Mais si un événement, comme on l'a vu en 2020, vous empêche de remplir vos colocations ou freine le tourisme et donc la location saisonnière, vous pourrez toujours retomber sur vos pieds avec une forme de location longue durée. Un autre risque, c'est lié à la fiscalité. En effet, si vous ne pilotez pas ce paramètre, vous pouvez vous retrouver à devoir payer des impôts sur un bien alors que vous n'avez pas les revenus locatifs en face. Ça va donc amputer votre budget personnel. Et si votre budget personnel n'est pas très élevé ou alors qu'il est mis à mal par une période de chômage ou de transition, eh bien vous serez obligé de vendre. Alors comment se prémunir de ces risques? Évidemment, quand on démarre sans capital, sans patrimoine, on va être tenté de lancer l'opération la plus rentable possible. Et qui dit rentable dit risqué. C'est la première des choses, donc ça va être de faire votre calcul. Vous pouvez voir d'ailleurs, j'ai fait une vidéo que je vous mettrai aussi dans la description où je vous explique comment calculer la rentabilité d'un bien immobilier en détail. Ensuite, faites des opérations qui sont à votre mesure en termes de budget. Donc, ce n'est pas un mauvais conseil de vous dire de commencer petit pour vous faire la main. Également, apprenez votre marché. Ça, c'est très important et c'est même un des points qui est souvent le plus négligé. L'immobilier, ce n'est pas des statistiques générales au mètre carré pour telle ville ou pour la France, ce n'est pas des pourcentages, c'est avant tout une demande locative dans un secteur donné. Et donc, l'une des compétences clés à avoir, c'est de connaître son marché, de sentir son évolution et de s'adapter. Si vous achetez un T2 à Paris, vous allez le payer très cher, il ne sera probablement pas rentable en location nue ou en meublé, vous gagnerez probablement sur la plus-value à la revente, mais ça sera un investissement plutôt sécurisé. A contrario, dès que vous allez sur des projets plus atypiques ou plus rentables, vous allez vous mettre dans une zone de risque, vous allez être exposé à des changements d'habitude ou à des saturations de marché, comme on le voit sur la colocation dans plein de villes en France, et il y a des phénomènes divers et variés qui peuvent jouer. Entre les deux, on a tous les projets rentables et raisonnables. Les zones dans lesquelles il y a une bonne demande locative, il n'y a pas de saturation de marché, dans lesquelles les prix sont corrects à l'achat et qui vous permettent de louer tout en restant rentable. Et enfin, pour une vision long terme, c'est le conseil que m'a donné d'ailleurs un investisseur ayant de très beaux immeubles à Paris, c'est de piloter la qualité de votre patrimoine. Au départ, qu'est-ce qu'on fait au départ? On achète n'importe quoi, n'importe où, du moment que c'est rentable. Il faut se rendre à l'évidence. Après, petit à petit, vous revendez pour acheter des actifs de qualité et de meilleure qualité, même s'ils sont moins rentables. Donc, je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour moi si un jour je vous annonce que j'ai acheté un immeuble dans le centre de Lyon, mais qu'il n'y a que 5% de rentabilité. Okay, mais du coup, quelles sont les opérations les moins risquées? Je les ai évoquées vite fait tout à l'heure. Les moins risquées, c'est celles qui consistent à acheter un appartement dans l'ancien et à le rénover légèrement. C'est-à-dire, vous ne cassez pas des murs, vous ne divisez pas, vous ne faites pas rénovation légère. Même si vous faites tout à l'intérieur, électricité, plomberie, mais ça reste de la rénovation dite légère. Vous ne construisez rien. L'avantage ici de l'ancien,
c'est que l'ancien est là depuis longtemps. Même s'il possède des défauts comme parfois la qualité de construction ou l'isolation, l'ancien est là depuis longtemps. Du coup, quand vous achetez un appartement, par exemple à un premier étage, vous allez éviter statistiquement de très nombreux problèmes que l'on peut voir dans la construction ou dans certains appartements en rez-de-chaussée ou dans d'autres situations. On pourrait croire aussi que acheter du neuf, c'est une bonne idée. Déjà, le premier problème sur le neuf, c'est que les problèmes en fait peuvent apparaître des années plus tard. C'est pas pour rien qu'on a inventé des garanties décennales. Le second problème, c'est évidemment que la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Alors, j'ai fait le test moi-même parce que j'ai testé plein de choses dans l'immobilier, entre les immeubles, les apparts, les maisons et tout ce que vous voulez. J'ai acheté une maison neuve que j'ai eue à un très bon prix pour des raisons assez particulières, que j'exploite en colocation. Et malgré le fait que ce soit un grand constructeur qui l'ait réalisé, j'ai dû faire face à plein de petites déconvenues, des prises RJ45 qui n'étaient pas câblées correctement, des portes qui ne fermaient pas, des problèmes de finition que je pensais d'une autre époque. Alors, rien de dramatique en soi, mais je sais que j'aurai des problèmes et des surprises dans les années à venir. Et c'est pas pour rien que donc il y a cette fameuse assurance décennale. Ici, sur cette opération, j'arrive à dégager un tout petit peu de cash flow parce que j'ai réalisé une bonne affaire. Parce que comme je le dis souvent, et c'est tout le problème, dans l'immobilier, il n'y a pas de règle absolue. Tout dépend de la situation et des circonstances dans lesquelles vous réalisez votre opération. Quatrième problème, maintenant, parlons du risque, peut-être le plus important, c'est l'effet de levier, de l'endettement, qui est, comme je le dis depuis des années, le seul intérêt de l'immobilier, c'est clair, c'est que comme c'est un effet de levier, il peut bien entendu jouer dans l'autre sens. C'est ici que vont intervenir toutes les marges de sécurité et le professionnalisme dont il faut faire preuve pour limiter ce risque au maximum. Ce que je fais, c'est prévoir déjà 6 mois de loyer de côté pour une opération donnée. Il y a bien sûr des projets sur lesquels j'ai fait sans avoir cet argent de côté au départ, mais j'ai constitué petit à petit ce genre de réserve avec le temps et le cash flow. C'est donc aussi pour cette raison que la plupart des financements que j'ai faits sont sur 20 ans et non pas sur 10 ou 15 ans, afin de me laisser une marge suffisante. Et c'est tout le paradoxe d'ailleurs, parce que la banque préfère que vous remboursiez vite, mais si vous remboursez trop vite, si vous empruntez sur une durée qui est trop courte, votre mensualité sera trop élevée. Je l'ai évoqué dans ma vidéo où j'explique comment calculer la rentabilité. La première des marges de sécurité, c'est d'avoir un calcul qui soit posé, de faire un calcul. Beaucoup de personnes achètent des biens immobiliers à 100 000, 200 000, 300 000 euros sans même faire un calcul. Ensuite, il ne suffit pas de faire le calcul, il faut prendre des hypothèses qui sont réalistes. Là encore, ça va être très différent selon le projet que vous faites. Il va être donc difficile de vous dire qu'il faut absolument prendre 6 mois de vacances locatives, par exemple. Bien entendu, l'autre problème ici, le corollaire de tout ça, c'est que si vous prenez beaucoup de marge de sécurité dans vos calculs, vous ne trouverez rien de rentable. Donc il y a un juste milieu à trouver entre ceinture bretelle et pas faire le calcul. Par exemple, un studio meublé qui a une rotation, on va dire, quasi annuelle. Vous prenez un appartement de 15-20 mètres carrés, chaque année, c'est quasi sûr votre locataire il part. Si vous voulez gérer vous-même, ça va juste vous prendre un peu de temps chaque année. Mais si vous le mettez en gestion, ça va vous coûter de l'argent, un demi-mois à un mois de loyer chaque année, plus peut-être de la vacance locative. A contrario, vous prenez un appartement avec 2 chambres, vous pouvez avoir des locataires qui restent 5 ans là-dedans sans aucun problème. Donc de la même manière, si vous achetez un bien et que vous ne faites pas de travaux de rénovation dès le départ, il va falloir prévoir un budget rénovation et entretien. Parce que c'est inévitable, au bout d'un moment, il y a le chauffe-eau qui va plus fonctionner, vous allez devoir remplacer le WC, vous allez devoir faire des changements, des réparations de fuite et plein de petites choses comme celle-ci. Et même si vous avez entièrement rénové votre bien, il faudra dans tous les cas provisionner une partie du cash flow pour prévoir une rénovation importante dans 10 ou 15 ans. On le constate très souvent d'ailleurs parmi les vendeurs âgés, personne n'avait prévu de budget et revendre les appartements dans un état qui nécessite des travaux. Bien entendu, ça peut être un choix délibéré d'exploiter un bien, on va dire jusqu'au bout tant qu'il est rentable et de le vendre avant de faire les travaux. Mais ça crée aussi des opportunités pour nous d'acheter ces biens à des bons prix et de les améliorer. Par exemple, j'ai acheté 7 immeubles avec tout un tas de travaux à faire, dont cette cheminée, vous voyez qu'elle penche un petit peu, des appartements à refaire là-dedans, je vous passe tous les détails, il y avait des fuites, il y avait plein de problèmes à résoudre, mais je l'ai eu à un bon prix. Un autre aspect important, c'est l'emplacement de votre bien. Là aussi, quand on parle d'immobilier, c'est pas la même chose si vous avez un appartement qui est situé dans une belle rue, dans une belle ville, que si vous avez une maison délabrée à la campagne. On observe un phénomène depuis la crise sanitaire, pourtant, c'est que les grandes villes n'ont plus vraiment le vent en poupe. Il est évidemment plus souhaitable d'habiter dans de petites villes ou des villes moyennes avec de l'espace
quand on passe la majeure partie de son temps confiné ou qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer cette situation. Et indépendamment de cela, en fait, beaucoup de gens ont pris conscience de la qualité de leur environnement. Certains investisseurs qui avaient massivement misé sur la courte durée, le Airbnb dans les villes touristiques, ont du mal à s'en sortir en ce moment. A contrario, les personnes qui utilisent quand même le Airbnb la courte durée, mais qui louaient plutôt à des professionnels en déplacement, eux arrivent malgré tout à s'en sortir. Donc vous voyez, c'est pas aussi simpliste que ce qu'on voit parfois de dire que le Airbnb c'est mort. C'est pas vrai du tout, ça dépend des cas. Habiter dans une grande ville coûte cher pour une qualité de vie qui n'est pas forcément excellente, surtout si vous ne pouvez pas profiter de les avantages de la ville. On peut citer notamment l'offre culturelle et les sorties. D'autant que le télétravail est devenu enfin massivement possible. On ne sait pas si ça va durer, mais du coup, ça reste vrai, l'emplacement, c'est le facteur principal dans l'immobilier. On a tous évidemment envie d'acheter un très bel emplacement, mais un très bel emplacement, ça coûte cher parce que c'est une garantie. Il y a donc un excellent marché qui se présente dans toutes les villes de taille intermédiaire. Il y a encore certaines qui sont attractives pour l'investissement et il y en a d'autres qui évidemment ne le sont pas. Qu'est-ce qui fait la différence d'ailleurs entre tout ça, entre tous ces biens et ces critères? C'est tout simplement les villes qui vont être attractives économiquement, qui vont offrir une belle qualité de vie, qui vont offrir de la sécurité et des services. Une fois que j'ai parlé de tous ces risques, il y en a évidemment un autre, c'est le risque avec le locataire, le risque humain. Alors, je vous avais dit que ce n'est pas une vidéo très positive puisqu'on parle que des problèmes, mais continuons avec cette question. J'ai plein de choses à vous dire là aussi. Je pense que ça peut vous apporter des éclairages et j'espère des enseignements. Personnellement, en 10 ans, je n'ai jamais eu de problème grave. C'est sûrement un peu de la chance, c'est sûrement aussi lié à ma manière de gérer les choses, mais je sais que les problèmes graves existent et que ça aurait pu m'arriver, car même en étant, encore une fois, le plus professionnel possible, on va forcément rencontrer des surprises dans l'immobilier. Mais là aussi, dans les expériences négatives que je vois autour de moi, attention, parce qu'une bonne partie aurait pu être évitée si la personne avait été plus professionnelle. Par exemple, il m'est arrivé de faire une erreur dans un bail de location parce que j'avais copié un bail qui était pour de la location nue et je l'ai utilisé pour un bien qui était meublé et j'ai oublié de changer la durée du préavis qui n'est que d'1 mois pour du meublé et donc il était indiqué 3 mois. J'ai beau indiquer au locataire ce qu'il s'en est rendu compte plus tard. Je lui ai dit non, vous inquiétez pas, c'est bien 1 mois, il n'y a pas de souci. Eh bien, ça n'a pas suffi. La relation avec le locataire n'était plus la bonne, il est devenu méfiant, je l'ai envoyé plus de 3 mois à l'avance. Et puis après, du coup, il s'est mis à pinailler sur plein de sujets qui n'ont rien à voir. Il a fini par partir. Bon, voilà, mea culpa, j'en prends note. Donc, si vous êtes parti sur un projet dans l'ancien et que vous l'exploitez en respectant la réglementation, les principaux problèmes que vous pouvez avoir sont des problèmes de gestion et d'exploitation. En l'occurrence, les fameux problèmes avec les locataires. Ici, encore une fois, ça peut être des problèmes simples comme un désaccord sur qui doit réparer quoi, mais ça peut être aussi des problèmes plus graves, comme par exemple un locataire qui va foutre le bordel, un locataire qui va ne plus payer son loyer, ou voire pire, ce que les médias adorent, qui va détruire son logement, ou encore mieux, entasser des détritus. Ici encore, il faut vous demander quelles sont les mesures que vous pouvez prendre pour limiter votre risque. Je vous invite à voir ma vidéo sur comment choisir vos locataires, par exemple, qui peut être une bonne première approche. Une très bonne mesure simple quand on démarre, surtout si vous avez des revenus limités, c'est de prendre une assurance contre les loyers impayés. C'est pas parfait, c'est pas magique, mais ça peut vous sauver la mise si jamais vous rencontrez le problème. Bien entendu, et désolé d'en remettre une couche, il faut aussi vous former à l'investissement, à la gestion, peut-être même au droit immobilier avec la future formation en collaboration avec un professionnel du droit que j'aurai le plaisir de vous proposer bientôt. Avant de passer au dernier risque, sachez que dans l'immobilier, vous ne devriez surtout pas suivre ma formation gratuite ni investir en vous-même, ni investir dans l'immobilier. C'est très important, surtout ne pas changer si vous avez peur. Vous pouvez bien sûr vous enrichir avec l'immobilier de 2 manières différentes. La première, c'est si vous arrivez à dégager une marge, c'est le fameux cash flow. C'est pas automatique, c'est pas magique. La plupart des annonces que vous allez voir n'en ont pas et c'est tout à fait normal. C'est une exception. La deuxième, c'est si les prix de l'immobilier progressent. Alors ça, on peut avoir des doutes sur à l'avenir, vu la situation dans laquelle on est. Concernant le cash flow, je vous assure que c'est pas un mythe, mais bien entendu, encore une fois, c'est pas en passant 5 minutes sur un site d'annonce que vous allez le trouver. Il y a énormément de Français qui ont compris aussi que le travail salarié ne permet pas vraiment de s'enrichir et qu'ils avaient intérêt à investir, ce qui accentue évidemment la concurrence sur les projets rentables. Une troisième raison plus naturelle, c'est tout simplement, je pense que c'est la plus importante des trois en fait, c'est que simplement en exploitant votre bien, c'est votre locataire qui va rembourser le prêt à la banque.
Car ici, évidemment, je l'ai dit à de nombreuses reprises, l'intérêt de l'immobilier pour moi, c'est d'utiliser l'endettement, l'effet de levier du crédit. Emprunter à 1% pour investir dans un projet qui rapporte 8%. C'est-à-dire que même si votre bien ne vous rapporte pas d'argent, au pire du pire, il est payé par votre locataire. Ça fait moins rêver, hein. Je sais que les plages de sable fin, les voitures de sport, mais c'est ce qui permet de passer du cash flow théorique aux euros encaissés. Et si finalement le plus gros risque, c'était de ne rien faire, espérer au lieu de développer vos affaires, attendre un changement sans créer du rendement. On va toujours se retrancher derrière la peur. Si on n'a pas vraiment envie ou qu'on ne se sent pas prêt, vous qui êtes ici, c'est peut-être parce que vous avez envie, vous creusez, vous voulez savoir comment dépasser ces risques. La solution est simple, c'est de continuer à être curieux, à vous adapter, à vous renseigner. Et commencez, si ça n'est pas déjà fait, par regarder cette vidéo sur le calcul de rentabilité.